Vous savez ce qui me dépasse chaque année? Vous sortez dans votre jardin à la mi-août en ayant l'impression d'avoir tout fait correctement. Vous avez amendé le sol, vous avez espacé les plantes parfaitement, vous avez arrosé en profondeur, et pourtant vous êtes toujours entièrement à la merci de la météo, des parasites et de l'absolue fragilité biologique des choses que nous choisissons de cultiver. Nos tomates ont besoin de tuteurs et de toiles d'ombrage. Nos concombres attrapent l'oïdium si l'humidité varie de 2 degrés. Nous pouponnons ces plantes, nous les cajolons pour qu'elles sortent de terre. Et puis, vous découvrez l'existence d'une plante qui ne se contente pas de survivre, mais qui prospère activement dans les pires conditions imaginables. Une plante qui pousse de 15 pieds en une seule saison dans un sol dégradé, avec presque pas d'eau. Une plante dont on peut manger les feuilles, les gousses, les fleurs et les racines. Et la vraie raison pour laquelle personne ne parle de cette plante, j'y viendrai. Parce qu'une fois que vous comprenez pourquoi cet arbre n'est pas dans votre pépinière locale, vous commencez à voir toute l'industrie du jardinage différemment. Je vais être honnête avec vous, quand j'ai commencé à faire des recherches sur les forêts nourricières traditionnelles, je pensais connaître les incontournables. Je jardine depuis la fin de ma vingtaine, je connais la plantation en guilde fruitière, je connais les fixateurs d'azote. Je me disais que s'il existait une plante que les scientifiques qualifiaient littéralement d'arbre le plus utile sur Terre, je l'aurais au moins déjà vue dans un catalogue de graines. Mais je faisais la vaisselle. J'étais juste debout devant l'évier, en train de récurer une poêle en fonte par un mardi soir tout à fait ordinaire. Je ne pensais même pas au jardin. Et ça m'a soudainement frappé. Si une plante fournissait véritablement tout ce dont un être humain a besoin pour survivre, des protéines complètes, des quantités massives de vitamines, une résistance à la sécheresse et la purification de l'eau, elle ne serait pas vendue dans une grande surface. Parce qu'il n'y a pas de modèle de fidélisation de la clientèle pour une plante qui résout tous les problèmes gratuitement. J'ai posé l'éponge et je suis allé sur mon ordinateur portable. L'arbre s'appelle Moringa oleifera. Vous l'entendrez peut-être appeler l'arbre à pilon ou l'arbre au réfort. Les cultures traditionnelles à travers l'Inde, l'Asie du Sud-Est et certaines parties de l'Afrique le cultivent depuis des siècles. Et le profil nutritionnel ne semble même pas réel quand on le lit pour la première fois. Gramme pour gramme, les feuilles de l'arbre Moringa contiennent 7 fois la vitamine C des oranges, 4 fois le calcium du lait, 4 fois la vitamine A des carottes, 3 fois le potassium des bananes. Et c'est l'une des seules plantes sur Terre qui contient les 9 acides aminés essentiels, ce qui en fait une protéine complète. Si vous êtes frustré par la quantité d'efforts qu'il faut pour cultiver des aliments denses en nutriments dans votre propre jardin, réaliser que cet arbre existe est un moment profondément réconfortant. Cette frustration que vous ressentez lorsque vos épinards soigneusement entretenus montent en graines dans la chaleur de juin, ce n'est pas de votre faute. C'est la réalité d'essayer de cultiver des cultures tempérées délicates dans un climat en plein changement. Le moringa est l'exact opposé. Quand la chaleur grimpe en flèche et que la pluie s'arrête, le moringa produit simplement plus de feuilles. Voici la science derrière tout ça. Le moringa est ce que les botanistes appellent une espèce pionnière. Il est conçu pour être la première chose à pousser dans des environnements hostiles et ruinés. Il possède une racine pivotante profonde qui agit comme un ancrage biologique, accédant à des nappes phréatiques que les légumes de jardin ordinaires ne pourraient jamais atteindre. Les feuilles ont une structure cellulaire spécialisée qui minimise la perte d'eau tout en maximisant la photosynthèse, même sous un soleil de plomb. Alors, c'est ici que ça se complique, et je le dis dans le sens le plus spécifique du terme. S'il est si puissant, pourquoi n'est-il pas partout ? Pourquoi ne le plantons-nous pas dans chaque jardin de banlieue et jardin communautaire ? Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Il y a un concept en analyse historique appelé le problème de l'histoire des vainqueurs. L'idée est que l'histoire dont nous héritons est toujours écrite par les personnes qui ont gagné la guerre. Mais cela s'applique parfaitement à l'agriculture aussi. Les plantes qui ont conquis le marché alimentaire mondial ne sont pas nécessairement les plus nutritives ou les plus résilientes. Ce sont simplement celles qui ont survécu à la logistique du capitalisme mondial. Une analogie moderne est la tomate de supermarché. Nous n'avons pas sélectionné la tomate de supermarché pour sa saveur. Nous l'avons sélectionnée pour qu'elle ait la peau assez épaisse pour survivre à un trajet en camion de 3000 miles sans se meurtrir. La raison pour laquelle cela importe ici est que les feuilles de moringa sont incroyablement fragiles une fois cueillies. Elles ne se transportent pas bien.
Si vous récoltez un panier de feuilles de moringa, elles commencent à se flétrir et à se décomposer en quelques heures. Vous ne pouvez pas les mettre dans une barquette en plastique, les fourrer dans un camion frigorifique en Californie et les vendre à New York une semaine plus tard. Elles ne survivront pas. Nous avons construit un système alimentaire mondial qui privilégie un légume capable de rester sur une étagère pendant 3 semaines plutôt qu'un arbre capable de maintenir un village en vie. L'industrie agricole n'a pas ignoré le moringa parce qu'il ne fonctionne pas. Ils l'ont ignoré parce qu'il ne peut pas être facilement transformé en marchandise sans le sécher et le broyer en poudre, ce qu'ils font maintenant, en le vendant comme un supplément à prix élevé. Mais en tant que culture de jardin de base fraîche, il a échoué au test de la logistique. Maintenant, voici la réaction à laquelle je m'attends. Vous vous dites probablement « Eh bien, je ne vis pas dans une zone tropicale, je vis dans l'Ohio ou au Royaume-Uni ou dans la zone 5 du Midwest américain. Je ne peux pas faire pousser un arbre tropical. » En fait, laissez-moi revenir en arrière. Je pensais la même chose. J'ai regardé les zones de rusticité. Le moringa n'est résistant au gel que dans les zones 9 et 10. Tout ce qui est en dessous de 0 tue l'arbre jusqu'aux racines. Pendant des années, j'ai simplement supposé qu'il m'était totalement inaccessible. Mais les jardiniers traditionnels ne considèrent pas les zones de rusticité comme des murs absolus. Ils les voient comme des énigmes à résoudre. Je vais simplifier cela légèrement, ça paraît fou, mais voici comment vous cultivez l'arbre le plus utile sur Terre dans un climat froid. Vous ne le cultivez pas comme un arbre. Vous le cultivez comme une plante annuelle. Le moringa pousse si vite, atteignant souvent 10 à 15 pieds à partir de la graine en un seul été, que vous pouvez le traiter exactement comme vous traitez vos tomates ou vos poivrons. Vous démarrez les graines à l'intérieur environ 6 semaines avant votre dernier gel. Les graines sont grosses, environ de la taille d'un petit pois, avec 3 ailes papyracées. Vous les faites tremper dans l'eau pendant 24 heures pour rompre leur dormance, puis vous les plantez dans des pots profonds. Elles développent immédiatement une racine pivotante, elles ont donc besoin de profondeur. Lorsque le sol se réchauffe au début de l'été, vous les transplantez dans le jardin. Donnez-leur le plein soleil, l'endroit le plus chaud et le plus impitoyable de votre cour, l'endroit où votre laitue va pour mourir. Mais une chose qui fait trébucher beaucoup de cultivateurs débutants à ce stade est l'arrosage excessif. Le moringa est extrêmement tolérant à la sécheresse et n'aime pas avoir les pieds dans l'eau. Un sol bien drainé est non négociable. Si vous cultivez en pleine terre, amendez les sols argileux lourds avec du sable et du compost avant de planter. Si vous êtes en pot, utilisez un mélange à drainage rapide. Quelque chose formulé pour les plantes grasses fonctionne parfaitement. Des racines gorgées d'eau tueront un plant de moringa plus vite que presque n'importe quoi d'autre que vous puissiez lui faire. Pour les cultivateurs des zones 5 et 6 qui veulent conserver la même plante au-delà d'une seule saison, les pots sont votre solution. Un grand moringa en pot peut être rentré à l'intérieur avant le premier gel, gardé dans une pièce ensoleillée tout l'hiver et remis à l'extérieur lorsque le sol se réchauffe au printemps suivant. Il entre en semi-dormance, perd quelques feuilles et repart de plus belle. C'est vrai, cela demande de l'engagement, mais des cultivateurs de la zone 5 ont gardé la même plante en vie pendant 3 ans de cette façon. Si vous êtes dans les zones 9 à 11, dans le sud de la Floride, sur la côte du Golfe, dans le sud de la Californie, à Hawaï, le moringa peut simplement vivre dans votre paysage comme une véritable plante vivace. Plantez-le, reculez et laissez-le faire ce pourquoi il a été conçu. D'ici août, où que vous le cultiviez, vous aurez un arbuste vert éclatant et imposant. Et c'est ici qu'intervient la technique de gestion traditionnelle. Cela s'appelle le recépage. Lorsque l'arbre atteint environ 4 pieds de haut, vous prenez une paire de sécateurs bien aiguisés et vous coupez le tronc principal en plein milieu. Je sais, ça semble mal. Vous passez tout le printemps à pouponner une plante et ensuite vous lui coupez la tête. Mais le moringa prospère grâce à une taille agressive. Lorsque vous coupez la flèche centrale, l'arbre pousse immédiatement des branches latérales. Il devient un buisson au lieu d'une tige filiforme. Il produit exponentiellement plus de feuilles et les maintient pile à hauteur de récolte. Vous pouvez récolter les feuilles de ce buisson en continu de juillet jusqu'au premier gel. Si vous êtes quelqu'un qui aime créer un jardin qui fournit réellement une vraie subsistance,
pas juste une poignée de tomates cerises pour une salade, c'est une méthode à laquelle vous voudrez vous référer au printemps prochain lorsque vous planifierez vos plates-bandes. Vous cultivez essentiellement une usine à vitamines dans l'espace d'un seul plant de courgettes. Et je vais vous dire autre chose, cette plante ne veut pas seulement vivre, elle veut être utile. Chaque partie d'elle, jusqu'à la graine, a une fonction, ce qui m'amène à la partie que j'ai gardée pour la fin. Je sais que vous faites peut-être autre chose pendant que vous écoutez ceci, c'est très bien. Mais j'ai besoin de 30 secondes de votre véritable attention pour la partie suivante. Juste 30 secondes. Parce que c'est l'élément qui donne un sens à tout le reste de ce que j'ai dit. Les feuilles sont incroyables. La tolérance à la sécheresse est remarquable. Mais la chose qui a vraiment fait que les scientifiques se sont penchés sérieusement sur le moringa n'est pas la nourriture, c'est l'eau. Lorsqu'un arbre moringa arrive à maturité, il produit de longues gousses nervurées qui ressemblent à des pilons. À l'intérieur de ces gousses se trouvent des graines. Si vous prenez des graines de moringa séchées à maturité, que vous les écrasez en poudre et que vous mélangez cette poudre dans un seau d'eau sale, trouble et chargé de bactéries, quelque chose de presque impossible se produit. La poudre de graines contient des protéines cationiques naturelles. Ces protéines agissent comme un coagulant. Elles se lient aux particules en suspension, à la saleté, aux algues et même aux bactéries dans l'eau. Elles s'agglutinent en masse lourde appelée floc et elles coulent directement au fond du seau. En moins d'une heure, l'eau brune et trouble devient visuellement claire. Des études menées par des universités agricoles et des organisations environnementales ont confirmé que les graines de moringa écrasées peuvent éliminer entre 90 et 99% des bactéries dans l'eau non traitée. Un arbre, il vous nourrit, il survit à la sécheresse et il purifie votre eau potable. Ce n'est pas juste une astuce de jardinage sympa. Pour les communautés sans infrastructure de traitement de l'eau, c'est la différence entre la vie et la mort, poussant tranquillement à la lisière du village. Quand j'ai lu pour la première fois les études sur la coagulation des graines, j'ai vraiment ri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était d'une efficacité si insolente que je ne croyais pas que c'était réel. Je suis allé chercher les rapports agricoles originaux de l'ONU pour m'assurer que je ne lisais pas mal les données. Ce n'était pas le cas. Et c'est là que la colère s'est vraiment installée. Parce que nous avons des industries entières dédiées à la purification chimique de l'eau. Nous avons des secteurs agricoles massifs, fortement dépendants des engrais synthétiques et des pesticides pour maintenir en vie des cultures faibles. Et juste là, présent dans les archives historiques et les pratiques traditionnelles de millions de personnes, se trouve un système biologique qui fait le plus gros du travail gratuitement. Si vous voulez comprendre jusqu'où cela va, et que vous êtes le genre de personne qui préfère comprendre la mécanique réelle de nos systèmes alimentaires, au lieu de simplement suivre les conseils des magazines sur papier glacé, vous êtes au bon endroit. Et vous devriez vous abonner. Parce que cette chaîne n'est pas pour les gens qui veulent juste entretenir leur pelouse. Elle est pour les gens qui veulent comprendre les parties du monde naturel qui ont été discrètement ignorées parce qu'elles ne rentraient pas dans un conteneur d'expédition. Laissez-moi partager un schéma que j'ai remarqué. Lorsque les gens essaient pour la première fois d'intégrer le moringa dans leur alimentation, ils récoltent les feuilles et les cuisinent comme des épinards, en les faisant bouillir dans une casserole d'eau. Ça fonctionne. C'est ainsi qu'il est consommé dans de nombreux ragoûts traditionnels. Mais l'ébullition détruit une part importante de la vitamine C et des enzymes délicates. Si vous voulez extraire la valeur maximale possible de cette plante, vous ne la cuisinez pas, vous la séchez. Mais vous ne la séchez pas au soleil. C'est la partie la plus contre-intuitive de tout le processus. La plupart d'entre nous sèchent les herbes en les suspendant à une fenêtre ensoleillée. Si vous faites cela avec le moringa, la lumière ultraviolette élimine la vitamine A et dégrade le bêta-carotène en quelques heures. Les feuilles deviendront d'un jaune pâle et délavé. Vous devez sécher le moringa à l'ombre. Vous récoltez les branches, les attachez en bottes et les suspendez dans une pièce sombre, chaude et bien ventilée. Un garage ou un sous-sol sec fonctionne parfaitement. En quelques jours, les feuilles deviendront croustillantes, mais resteront d'un vert émeraude sombre et éclatant. Une fois qu'elles sont sèches, vous les détachez des tiges, ce qui prend des secondes, et vous les écrasez en une poudre fine. Cette poudre se conserve à température ambiante pendant des mois. Vous pouvez en ajouter une cuillerée aux soupes, aux smoothies ou aux flocons d'avoine au cœur de l'hiver, longtemps après que le jardin se soit endormi, et vous obtenez une dose massive de nutrition estivale. Cette technique spécifique de séchage à l'ombre est la différence entre avoir un bocal de matière végétale morte et un bocal de véritable nutrition biodisponible.
Si vous connaissez quelqu'un qui achète constamment de coûteuses poudres vertes importées en ligne, envoyez-lui cette vidéo. Ils peuvent en cultiver une meilleure version dans leur jardin pour le prix d'un seul paquet de graines. Nous passons tellement de temps à nous battre contre le jardin. Nous pulvérisons les pucerons, nous arrachons les mauvaises herbes, nous sortons le tuyau d'arrosage quand il n'a pas plu depuis une semaine, nous traitons le jardinage comme une guerre d'usure contre le monde naturel. Mais les agriculteurs traditionnels d'Inde et les cultures indigènes qui ont cultivé des plantes comme le moringa pendant des milliers d'années, ils n'ont pas combattu le système, ils ont travaillé avec lui. Ils ont trouvé les plantes qui voulaient vivre. Je regrette presque d'avoir commencé à me pencher sur l'histoire de cet arbre, parce qu'une fois que vous voyez comment une plante aussi parfaitement conçue a été complètement mise sur la touche par un système alimentaire qui se soucie plus de la logistique que de la santé humaine, vous ne pouvez pas revenir à la version du monde où le rayon des fruits et légumes de l'épicerie ressemble au summum de l'accomplissement humain. Vous êtes coincé avec ça maintenant, tout comme moi. Vous réalisez que nous n'avons pas conquis la nature. Nous en avons juste ignoré les meilleures parties, parce qu'elles ne rentraient pas sagement dans un conteneur d'expédition. La question à laquelle je reviens sans cesse, celle à laquelle je n'ai pas encore pu répondre à ma propre satisfaction, est la suivante. Le moringa est ce que nous avons trouvé quand nous avons regardé les arbres des zones arides tropicales. C'est une plante parmi des milliers sur lesquelles les cultures traditionnelles comptaient. Alors, si un arbre qui peut purifier l'eau et fournir des protéines complètes a pu être presque complètement oublié par le monde moderne, qu'ignorons-nous d'autres actuellement ? Si cela a changé votre façon de voir les plantes que vous choisissez de cultiver, dites-le moi dans les commentaires. Je veux savoir si vous avez déjà essayé de cultiver une espèce pionnière comme celle-ci, ou si vous vous êtes heurté à ce même mur de frustration, avec des légumes de jardin délicats. Vos expériences sont exactement la raison pour laquelle je continue à creuser ces sujets. Je vous retrouverai dans la prochaine.